Bienvenue dans French Baratin avec Sibylle, Cécile et Raphaël. Début 2026, une fois encore, le Conseil de l'Europe dénonce l'état des prisons françaises. Son rapport met notamment en avant le trop grand nombre de détenus par cellule. Il assimile même les prisons à des entrepôts humains. Pour faire face à ce problème, le gouvernement français a une solution. Il a prévu la construction de 15 000 nouvelles places de prison d'ici à 2027. Ça paraît logique. Même au Monopoly, si on n'a pas de chance, c'est la case prison. Et pourtant, certaines associations défendent l'idée d'alternative à la prison. Alors, la prison est-elle la seule réponse possible à la délinquance ? C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec un quiz. Et je vais donc interroger l'état des connaissances de Sibylle et Cécile. Ok. très haut. Alors, on va commencer par une question qui va permettre peut-être de clarifier certains éléments. D'après vous, quelle est la différence entre une contravention, un délit et un crime ? Sibylle, je te laisse la parole. Clarifions les choses. Alors déjà, je pense que tu nous les as donnés du moins grave au plus grave. Ouais, tout à fait. Une contravention, souvent c'est pour des choses comme ce qu'on fait sur la route et on a des amendes. Ouais, Par exemple, si on est mal garé. ouais, par exemple. Les délits. Alors en fait, le truc, c'est que je crois que c'est pas très simple de faire la définition, de trouver la limite entre délit et crime parce qu'il y a des choses qui peuvent aller dans les deux. Peut-être qu'il y a certains vols qui vont dans les délits et d'autres dans les crimes. En tout cas, les délits, ça va être Un vol, par exemple. des choses comme des vols, voilà. Et les crimes, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un meurtre ou un viol, c'est un crime. Voilà, je veux bien que tu nous en dises un Ouais. petit peu plus. Ouais. Donc en fait, tous sont des infractions évidemment. Les contraventions sont les moins graves, comme ne pas payer son stationnement par exemple, ou enfin voilà les exemples que tu as donnés. Là, il y a zéro risque d'aller en prison, mais on doit généralement payer une amende qui peut aller de 11 à 1 500 € selon la catégorie. D'accord. Voilà. Après, on a les délits qui, eux, sont jugés. Donc on va au tribunal. Ils sont jugés par un tribunal correctionnel. Mhm. Et là, il y a juste un juge, en fait, et on risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, selon ce qui est déterminé par la loi, en fait. C'est la loi qui va définir la durée de la peine. D'accord. Maximal, quoi. Oui, voilà, exactement. Par exemple, la consommation de cannabis est punie par 1 an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Mais ça, c'est la peine maximale. Et le juge peut condamner à autre chose, à ce qu'il veut, en fait. Il peut même être condamné à autre chose que de l'enfermement. D'accord, oui. Voilà, mais la peine maximale, c'est celle-là. Et après, on a les crimes qui sont les plus graves et dans lesquels il y a effectivement le meurtre, le viol, la violence volontaire grave, mais aussi le vol à main armée ou en bande organisée, voilà, ce genre de choses. Et là, les peines peuvent dépasser les 15 ans de prison et ils sont jugés devant une cour d'assises avec un jury citoyen. D'accord. Et donc là aussi, la différence entre un tribunal correctionnel et un tribunal d'assises, c'est que dans un tribunal correctionnel, ça va généralement assez vite. C'est en moyenne 30 minutes. Ah oui. Oui. Oui, ça va très vite. Alors qu'un procès en cour d'assises peut prendre 2 jours ou 1 jour jusqu'à beaucoup plus pour les histoires plus compliquées. Voilà. Deuxième question, aussi un petit peu liée à ça. Quels sont les 3 types de prisons en France ? Alors, il y en a, je crois, d'autres aussi, mais il y en a 3 principales. Ok. Je viens de bachoter, donc j'aurais peut-être... Bravo, Cécile. Allez, alors du coup, Cécile. Alors, en premier, il y a la maison d'arrêt. Ouais, tout à fait. Du coup, pour les personnes qui sont en attente de jugement, donc en détention provisoire, mais du coup encore présumées innocentes, normalement, et les courtes peines. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça, c'est la maison d'arrêt. Et après, il y a les centres de... Détention ? Voilà, merci. Pour les longues peines. Ouais, tout à fait. Et une troisième, c'est pour tout ce qui est semi-liberté, mais alors je sais plus le terme. Ou c'est pas ça. Alors moi, j'aurais pensé qu'il y avait peut-être encore des prisons d'un plus haut niveau de sécurité. Ce seraient les prisons de haute sécurité, peut-être ? Ah, j'ai pas... Ok. Pour les terroristes ? Ouais, alors en gros, en fait, donc on a effectivement les maisons d'arrêt. Tu as raison, Cécile. C'est pour les détentions de courte durée, inférieures à 2 ans, ou provisoires. Donc les provisoires, c'est effectivement donc en attente d'un jugement et donc des personnes présumées innocentes. On n'a pas encore dit s'ils étaient
coupable ou non. Après, il y a les centres de détention. Là, effectivement, c'est les peines qui sont supérieures à 2 ans. Voilà. Et ensuite, il y a les maisons centrales qui sont les peines les plus longues pour les personnes qui sont considérées comme dangereuses. Okay. Et là, effectivement, donc ça correspond peut-être, je pense, à ce que tu disais, Sybille, sur les trucs haute sécurité. Ouais, certainement. Bon, ensuite, on va passer à des chiffres un peu. Sinon, c'est pas drôle. J'espère qu'il faut un peu multiplier, diviser. C'est ce que j'allais dire. Petite référence à notre dernier épisode. On était très très fiers C'est ça. d'avoir réussi à calculer bien. Ouais. Donc, selon vous, quel pourcentage des personnes condamnées à de l'emprisonnement ont commis un crime ? Ah, Je dis bien un crime. je sais. Je sais que les choses les plus graves, je pense que ça correspond. Là, j'ai vu récemment comme chiffre 20%, et puis dans un autre livre, j'avais vu 25%. Donc, ça dépend peut-être aussi des années. Voilà. Alors moi, j'ai lu 5%, donc Ah oui. j'ai peut-être pas une bonne source. Donc, en fait, moi, le pourcentage que j'ai vu, c'est 1,5% Ok. des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme. Ah oui, mais je pense qu'il y a deux choses différentes. C'est quel est le pourcentage des personnes condamnées à une prison ferme et quel est le pourcentage des personnes qui occupent à un instant T une prison. Alors là, pour le coup, là-dessus, sur ce chiffre-là, effectivement, ce que j'ai eu, moi, c'est 11%. Ok, bah moi, c'était pour ça que j'avais vu soit 20%, soit 25%, mais encore une fois, c'était un peu plus large que les crimes. Et c'est logique parce que un crime, tu vas rester plus longtemps en prison, donc tu occupes plus de pourcentage de la prison, même si tu es moins de % des personnes. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, donc c'est en tout cas, dans tous les cas, une petite minorité. C'est une très petite proportion, donc quand on se dit oh là là, il faut mettre Les criminels en prison. les criminels en prison, ben c'est fait, et tous les autres ont fait des choses qui sont moins graves, entre guillemets. Oui. Si on établit une hiérarchie de la gravité, quoi. Okay. Disons que ça permet de déconstruire l'argument qui disant en prison, il n'y a que des criminels, des meurtriers et des violeurs. C'est pas vrai. Oui. Je serais curieuse de savoir si c'est l'opinion publique, d'ailleurs, de se dire ça. C'est quelque chose, en tout cas, que disent certaines personnes. Oui. Beaucoup de personnes disent qu'on met pas assez les gens en prison, que le système n'est pas assez dur. Donc, par là, j'imagine qu'ils ne pensent pas tellement au cambriolage, mais plutôt, on pense toujours au viol, au meurtre. Ok, ensuite, encore une autre question. Est-ce que vous connaissez le taux de recondamnation dans les 5 ans après la sortie de prison ? 60%. J'aurais dit la même chose. Bravo, c'est dans les 60%, effectivement. Trop cool. Enfin, trop cool, non, cool pour la réponse, pas pour le taux. D'ailleurs, même le ministère de la Justice soulevait en 2014 que la récidive est toujours moindre après des sanctions non carcérales. Ok. Donc, effectivement, voilà, ça a déjà des informations sur la récidive, à quel point elle est liée à la prison, aux peines de prison. Ok. Et enfin, dernière question, est-ce que vous connaissez le taux de surpopulation des prisons françaises ? J'ai noté quelque chose en ce sens. J'ai vu que le taux d'occupation moyen des maisons d'arrêt dépassait les 150% en France et franchissait le seuil des 200% dans 19 prisons ou quartiers pénitentiaires du territoire. C'est-à-dire qu'il y aurait le double de personnes qui devraient y être, ou alors 1,5. Donc, par exemple, une cellule pour 2 personnes, il y a 3 personnes. Tout à fait. Ça, c'est du coup pour les maisons d'arrêt. Et c'est vrai que dans les maisons d'arrêt en particulier, la surpopulation est énorme. Donc, pour les gens qui peuvent être présumés innocents. C'est ça. Exactement. C'est ça qui est absolument fou. Et Cécile, J'avais des chiffres un tout petit peu moins importants, mais en tout cas dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, je m'aligne sur ce qu'a dit Sybille. Oui, tu dois avoir pour les autres types de prisons, toi. Ouais. Une moyenne plus générale. Oui, en fait, le taux moyen est de 123%. Oui, voilà. Ce qui nous place de manière très peu glorieuse au 3e rang des pays aux prisons les plus surpeuplées d'Europe, après la Roumanie et la Macédoine du Nord. Ah, quand même. Eh ben, dis donc. Quand on veut pas être sur le podium, on y est. Et quand on veut y être, on n'y est pas. C'est ça. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel, et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon.
Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Alors, on va pouvoir commencer par se demander peut-être à quoi sert la prison. Ouais. Qui commence? Qui veut commencer? Alors, moi je peux commencer parce que j'ai une date historique, donc comme ça pose un point de départ. Ah, un peu d'histoire. J'ai vu que c'était en 1791 en France, donc pendant la Révolution française, que le Code pénal avait fait de la prison la peine de référence. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça n'a pas toujours été le cas, mais qu'à partir de la Révolution française, on a considéré que quand il y avait eu un délit, un crime, un problème avec quelqu'un qui faisait du mal à la société, la logique voulait qu'on l'enferme. Et il y avait 3 objectifs qui étaient assignés à la prison. C'était de sanctionner la faute, donc un peu une logique de punition, exactement. Protéger la société et favoriser l'amendement, c'est-à-dire le fait de s'excuser en quelque sorte, enfin de vouloir changer, et la réinsertion des condamnés, donc le fait de revenir dans la société dans un meilleur rôle. Donc il y avait déjà ces idées-là. Ça, c'était les 3 objectifs de la prison selon le Code pénal en 1791. Ouais. Et j'ai dû vivre à cette époque-là. Est-ce que c'est les 3 points que je m'étais notés à cette question? Dans une autre vie. C'est encore toujours, je pense, ce qui se dit. Non, je sais. C'est effectivement ce que tu dis, et je pense que malheureusement, on constate qu'elle échoue en fait sur quasiment tous ces points. Parce que moi, justement, dans le livre, oui, parce qu'en fait, je me suis basé que sur un seul livre là pour la préparation de mon épisode qui s'appelle Décarcéré de Sylvain L'Huissier, et dans lequel il pose la question de à quoi sert la prison, et pour y répondre, il pose la question de à quoi elle ne sert finalement pas. Et il reprend tous ces points en disant qu'elle ne marche sur aucun de ces points, en fait. Pour la sécurité, on se dit, ouais, c'est trop bien, tous ces méchants, il y en a 100 000 qui rentrent en prison tous les ans, sauf qu'on oublie qu'il y en a autant qui ressortent. Donc, s'il s'agit de faire en sorte que... Enfin voilà, de mettre à l'écart de la société, de sécuriser la société, c'est raté d'une certaine façon, parce que on a des nouveaux... Du moins, si on considère que les gens ne changent pas en prison. Exactement, c'est ça. Il y avait aussi l'argument qu'elle peut servir pour la dissuasion. Oui. Pour dissuader les gens de commettre des infractions. Mais en fait, là aussi, on constate que pas du tout. Ça n'a aucun effet. Ouais, vas-y, je t'en prie. J'ai lu la même chose, mais je sais pas si c'est 0, tu vois. Parce que, par exemple, pour tout ce qui est un crime comme un meurtre, je pense pas que ça soit vraiment dissuasif parce que les gens, ils savent bien... qui vont aller... Enfin, il y a une valeur morale aussi attachée à la vie, qu'on a d'autres raisons de pas tuer. Enfin, on a toujours d'autres raisons de pas faire des choses négatives pour la société. Mais par exemple, je pense à tout ce qui est des vols. Après, c'est pas forcément la prison. Mais le fait qu'il y ait une punition peut être dissuasif pour certaines personnes, je pense, un peu quand même. Je sais pas, mais c'est difficile à évaluer quand on peut pas... Parce que je sais qu'on... Ouais. C'est ça que j'allais poser comme question. Quelle méthodologie on a utilisée pour savoir que ça ne dissuadait pas? Parce que, je trouve ça assez dissuasif. J'avais pas prévu de faire quelque chose de mal, mais savoir que si je fais quelque chose de mal, je peux aller en prison, ça me... Oui, voilà. Ce que j'ai lu qui montre que la prison marche pas trop, c'est que ça peut être la comparaison internationale. Tu vas avoir des pays qui mettent beaucoup moins de peines de prison pour le même type de crime, et ils ont pas plus ce type de crime qu'un autre pays. Et puis aussi, c'est juste l'irrationalité souvent du crime. La personne qui s'apprête à faire un crime, violer, tuer, etc., par exemple, qui dans le feu de l'action va taper quelqu'un, ou même, par exemple, tout ce qui est homicide involontaire, donc tu fais un accident de voiture, tout ça, à aucun moment tu réfléchis au fait que tu vas aller en prison. Mais je pensais plus à des trucs du style, je sais pas, t'es un peu en galère dans la vie, et tu te dis, faut que je gagne de l'argent, et on te propose de faire du trafic de drogue, s'il n'y avait pas du tout de peine de prison, peut-être que là, ce serait quand même possible que tu le fasses plus facilement, quoi. Parce que là, c'est un truc auquel tu peux réfléchir, te dire, est-ce que, moi, je m'en fous un peu, ça me dérange pas de faire du trafic de drogue, est-ce que je peux gagner ma vie comme ça? Si j'ai pas l'impression, c'est pas mon avis personnel, mais si j'ai pas l'impression que ça fait du mal aux autres, je fais ça. Alors que si je sais que le risque pour moi, il est peut-être d'aller en prison, ou d'avoir des conséquences importantes,
Là, est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet dissuasif? Je pense que ça dépend en fait des gens aussi et Ouais, entre guillemets, effectivement, du type de criminalité. ouais. Parce que par exemple, justement, dans le milieu du trafic de drogue, etc., Hmm, avec des gangs et ce genre de choses, hmm. le fait de passer par la case prison peut presque être un rite de passage. Ah oui, c'est vrai que là, il y a ça aussi, c'est vrai, ouais. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que, comme exemple, en revanche, du fait que ça peut ne pas marcher, Hmm. j'ai lu en fait que en Californie, par exemple, dans les années 80 et jusqu'en 2005, ils ont mis en place une politique pénale qui s'appelait Three Strikes and You're Out, avec l'idée que à la troisième condamnation, quelle que soit la gravité du motif, tu prenais prison à vie avec un minimum de 20 ans. Ah ouais? Donc en mode dissuasion, c'est quand même, vous avez un peu peur quand même, quoi. On n'a pas envie, voilà. Hmm. Sauf qu'on a constaté que, en comparaison avec d'autres États américains où c'était pas le cas ou moins le cas, eh ben il n'y a pas eu de changement vraiment dans les niveaux de criminalité. Ça a Ah ouais, bien été à sûr. peu près la même chose. Non, bah, de toute façon, je pense que c'est pas du tout un phénomène majoritaire. Je disais juste pour certaines personnes, Ouais, voilà. c'est pas Ouais. complètement zéro, je pense, la Mm, dissuasion. mm, Mais mm, c'est pas forcément en fonction de cette idée que ce serait dissuasif qu'on devrait prendre la décision d'avoir ce système-là, mm, mm, parce que c'est pas ce qui est le plus important dans les chiffres. Voilà, c'est pas ce qui détermine le plus le fait de mm, ouais, faire une infraction. Ouais. mm, Mais sur la punition, Ouais. mm, mm, 100 000 personnes qui rentrent pour une certaine durée, est-ce que d'une certaine manière, la mm, volonté de sanction n'est quand même pas mm. en partie réussie si on s'attache à ce seul objectif? Ah bah oui, oui, je pense que si on Ouais. considère que c'est un bon objectif, Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Non. Voilà, c'est ça. Oui, oui. donc d'infliger une douleur, entre guillemets, aux personnes qui ont Oui, oui. infligé une douleur à la société ou à une victime, c'est le cas justement, oui, ça peut être intéressant de le dire, parce que souvent on dit que la justice, elle est laxiste, mais si on regarde les chiffres, les incarcérations, elles font qu'augmenter, alors que la délinquance, elle, n'augmente pas. Voire même le taux d'homicide a beaucoup baissé depuis les années 90 en France, et pourtant on met plus de gens en prison, donc en effet, du point de vue, si Oui, oui. l'objectif c'est de punir les Oui. personnes qui font des crimes, cet objectif il est en tout cas de mieux en mieux rempli. Alors on va toujours te citer des faits divers. On a eu beaucoup ce débat en préparant cet épisode avec des amis de la famille qui disent mais il y a un tel qui a voilà, qui a fait quelque chose d'horrible, par exemple un jeune qui a tabassé, enfin donc ça veut dire frappé très fort un autre jeune et qui a fait ça plusieurs fois et qui a pas été en prison. Donc on va toujours trouver des cas qui vont montrer que tout le monde ne va pas en prison, mais c'est quand même de plus en plus, enfin voilà, la justice elle est de plus en plus dure, donc elle punit de plus en plus en France. Oui, c'était pour revenir aux 3 objectifs dont tu parlais initialement, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Effectivement, ce qui est central dans l'aspect punition, c'est l'envie de la société de faire souffrir un peu pour que les condamnés expient leurs fautes par la souffrance. Et, on torture plus les gens, mais on les met en prison, quoi. Joli débat philosophique. Et oui, voilà, exactement, c'est ça, c'est un débat philosophique qu'on peut avoir, mais c'est aussi autour de ça que tourne la question de pourquoi la prison et à quoi ça sert, quoi. Est-ce qu'on veut punir ou est-ce qu'on veut faire en sorte que les gens, justement, ressortent de prison et ne recommencent pas? Et donc, par ce biais-là, améliorer la sécurité de toute la société. Et dans ce cas-là, il faut organiser cette sortie de prison, cette réinsertion, et pas laisser les gens juste ressortir de prison, surtout en endroit où, du coup, en prison, les prisonniers ne font que développer une haine de la société encore plus parce on les a fait souffrir. Donc pourquoi est-ce qu'en sortant on dirait ah oui c'est pas grave, je pardonne à la société, je vais arrêter d'être méchant. Hein. Voilà. Ouais, là-dessus j'ai lu un livre qui est très intéressant, même si j'étais pas forcément d'accord avec toutes les analyses. Donc c'est le livre d'un philosophe justement qui s'appelle Geoffroy de Lagasnerie et qui a écrit Par-delà le principe de répression. Donc lui, justement, il met en avant le fait que c'est pas forcément un bon objectif pour une société de punir, de réprimer en soi, et qu'il faut vraiment se demander qu'est-ce qu'on cherche à faire finalement. Notamment, il met en avant le fait que combattre l'impunité, c'est pas la même chose que combattre le crime en fait. Et donc, quand on dit c'est pas assez bien puni, on cherche à punir plus, mais c'est pas forcément ça qui va nous permettre de faire en sorte qu'on souffre moins à la base, parce qu'il y aurait moins de crimes.
Hmm. parce que ça intervient qu'une fois que le crime est fait, ça. Hmm. Et il mettait aussi en avant l'idée développée par un psychologue qui s'appelle Christopher Hopwood, que j'ai trouvé très intéressante, de réponses complémentaires. Donc souvent, on a des réponses complémentaires, c'est-à-dire qu'on répond de la même manière à ce qui nous arrive. Donc par exemple, quand on rencontre une personne très enjouée et sympathique avec nous, on va aussi être porté à être plutôt sympathique avec cette personne. Mais à l'inverse, quand on nous fait du mal, on a le réflexe humain de vouloir faire du mal, en fait, de taper en retour. Et c'est un petit peu ça qui est derrière notre système répressif. En fait, quelqu'un a fait du mal à une victime et donc on veut lui faire du mal aussi. Mais du coup, en retour encore, cette personne, elle va vouloir de nouveau refaire du mal. Hmm. Et du coup, ce psychologue, il a développé l'idée de conduite non complémentaire. Il met en avant l'idée qu'on pourrait ne pas réagir comme ça et que ça permettrait de casser ce cercle de violence. Bah, c'est hyper intéressant et enfin, à titre personnel, je trouve que la punition, enfin, c'est pas une solution pragmatique. Enfin, Ouais. je vois pas vraiment l'intérêt effectivement parce que on se met au même niveau. Si la Oui, personne a fait voilà. souffrir, bah, du coup et qu'on fait Complètement. souffrir cette personne, enfin, on peut même, revenir, sur le débat de la peine de mort. On tue et du Oui. coup, on tue la personne qui a tué. Mais du coup, pour les familles des victimes et pour les victimes elles-mêmes qui sont pas, mortes, hein, il doit y avoir une Ouais. notion d'injustice qui doit être immense et qui doit être adressée parce que si on s'intéresse pas à ces victimes, aux familles des victimes et qu'elles se sentent pas entendues et que du coup enfin ouais, c'est pas évident comme Oui. comme Hmm. sujet. Hmm. Mais le fait de prendre en compte une victime ne passe pas forcément par une punition, Ah par oui, contre. oui, complètement. Oui, d'autant que ça arrive aussi que les victimes ne tiennent pas forcément à ce que la punition soit Oui, extrêmement lourde. C'est d'ailleurs le oui. cas aussi dans les pays où il y a encore la peine de mort. J'avais vu un documentaire une fois sur la peine de mort aux États-Unis. Pas toutes les familles de victimes ne veulent que l'auteur des faits Mmh. prenne la peine de mort, quoi. Donc, Mm. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense notamment par exemple aux parents d'enfants violés. Enfin, il y a plein Mm. de hmm, choses Mm. ou quand c'est la chair de sa chair, enfin voilà, où il y a cette Ouais, dimension, ouais. où c'est presque animal. Je sais hmm, pas si le terme est bon d'ailleurs, si les animaux le souhaitent ça. Je me reconnais pas moi dans ce discours-là, mais en tout cas, je Mm. peux le comprendre et du coup, je pourrais comprendre l'incompréhension du coup de. Ouais. Ouais, mais il y a une part d'instinct, effectivement, de vengeance, je crois. Oui, Moi aussi, en préparation de l'épisode, j'ai regardé un documentaire qui se passait dans une maison centrale, donc là où il y a les peines les plus longues, enfin, donc les personnes qui exécutent des peines de longue durée, et donc des meurtriers, des violeurs, des gens qui ont fait des choses vraiment graves. Et c'était assez particulier de voir ça parce que on découvrait un peu leur humanité à ces personnes qui en partie préparaient leur sortie de peine, quoi, allaient pouvoir sortir de prison. Et du coup, ils faisaient face à des difficultés de toutes sortes au bout de 20 ans, 30 ans de prison. Et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher à plusieurs reprises de me dire, ouais, mais bon, t'as fait ça, quoi, t'as fait une chose hyper grave. Mm. Donc, même si, voilà, je pense qu'en fait, il faut revenir en fait à la question de les personnes qui commettent des crimes. Il est dans une certaine mesure nécessaire de les écarter de la société pour la sécurité et tout ça, au moins jusqu'à ce que on puisse les accompagner pour sortir de ce chemin sur lequel ils se trouvent ou de la situation qui les a amenés à à commettre ça aussi, parce que c'est aussi souvent assez circonstanciel. Le nombre de personnes qui sont juste, entre guillemets, des psychopathes, des tueurs en série qui ont complètement voilà, un problème mental et qui commettent des choses comme ça représente une fraction mmh, infime bien sûr. de ce qui se passe. Donc, Mmh mh. voilà quoi. Ouais. Mais du coup, je pense que pour la question des victimes, on pourrait la traiter entre guillemets séparément de celle de l'auteur des faits, parce qu'il faut qu'il y ait une forme de réparation. Mais ça, parfois, le fait de mettre la personne qui a fait la chose en prison ne le permet pas. Enfin, il y a beaucoup de victimes qui se désintéressent des procès en pénal parce que c'est le procureur qui va défendre en fait la société qui a été touchée par la violence. Hmm. Et la victime, elle est un petit peu passive. Voilà, et je lisais dans le livre dont je vous parlais,
Le fait que les procès au civil, par exemple, ils étaient beaucoup plus réparateurs pour les victimes parce que c'est la victime qui le déclenchait apparemment, et la victime demandait des dommages et intérêts et obtenait donc des dommages et intérêts, donc c'est-à-dire de l'argent pour réparer ce qui avait été commis. Et donc voilà, elle était un peu plus active et c'était pas tellement une logique de punition qu'une logique de réparation. Et aussi l'autre chose, peut-être qu'on peut dire, c'est que donc dans les raisons pour lesquelles la prison ça marche pas très bien, c'est qu'au-delà de la surpopulation carcérale, il y a aussi d'autres aspects des conditions de vie en prison qui sont assez horribles, comme le fait qu'il y a très souvent des punaises de lit apparemment, des parasites. Ah oui, Des rats. Des rats, des cafards. Voilà. Et du coup, il y a une forme de torture qui va plus loin que la peine qu'on avait voulu infliger. Donc même si on considère que oui, pour tel crime, il faudrait telle peine, en fait, ce qu'on fait dans la vraie vie, c'est pire. On fait souffrir les gens au-delà de ce qu'on était censé les faire souffrir. Et aussi un chiffre qui m'a intéressée, c'est ce dont on a un peu parlé dans le quiz. Donc le fait que peut-être 75% ou 80% des personnes en prison, elles le sont pour des choses moins graves qu'un crime. Et du coup, c'est bizarre de les mettre en prison parce que ce qu'elles ont fait, c'est moins grave que d'être en prison, je trouve. Parce que la souffrance qu'on ressent en étant en prison, même simplement en étant privé de liberté, elle me paraît plus forte que le mal fait par les personnes. Donc, du coup, après tout ça, on peut donc se demander quels sont les principaux problèmes qui justifieraient qu'il faille aller chercher des alternatives. Pour moi, donc, je l'ai déjà dit une ou deux fois, je pense que l'important, c'est de régler le problème de la récidive, qui est lié entre autres aux conditions de détention, l'absence d'accompagnement des prisonniers, et où on constate qu'il est plus important quand on a fait de la prison que quand on a d'autres formes de peine, en fait. Mais je pense que même au-delà de la récidive, qui donc ne semble pas être bien évitée par la prison telle qu'elle est actuellement, il y a le fait que la prison crée encore plus de crimes. Parce que j'avais vu un chiffre qui a été établi par le criminologue Sveinung Sandberg sur les pays d'Europe du Nord, et il disait que 75% des auteurs de crimes terroristes ou personnes qui ont été arrêtées pendant qu'ils préparaient un attentat, par exemple, donc dans le domaine du terrorisme, 75% de ces personnes étaient d'abord allées en prison pour des choses moins graves, et pour quasiment toutes ces personnes, c'est en prison qu'elles se sont radicalisées et qu'elles ont développé des idées islamistes. Donc quand on dit les attentats terroristes justifient qu'on mette plus facilement les gens en prison, on fait complètement erreur parce que, en tout cas dans l'état actuel des choses, c'est en prison que les gens apprennent à devenir des terroristes. Ça, je trouve que c'est vraiment un très bon argument. En même temps, ça paraît assez logique, étant donné les fréquentations, du coup. Oui. On dit qu'on devient, on y croit pas, on dit qu'on devient les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ah oui. Enfin, on devient la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, forcément. C'est pas hyper... Enfin, ça annonce la couleur, en tout cas, de ce qui peut s'y passer. Et je trouve que c'est d'ailleurs assez bien représenté dans les films ou séries. Ouais. On voit toujours un petit peu qu'un prisonnier, du coup, se lie avec un autre prisonnier, lui donne des plans pour un futur... Enfin, voilà, donc il y a des entretiens d'embauche qui se passent en prison. En prison, ouais, carrément. Mais c'est sûr que si tu passes ne serait-ce que 6 mois en détention provisoire, dans une maison d'arrêt, à 4 dans une cellule de 9 mètres carrés, avec des cafards et des rats et des machins, et tu as le droit de sortir 2 heures par jour de ta cellule. Et encore, parce qu'il y a trop de monde, il n'y a pas assez de surveillants, ils ne laissent pas toujours sortir les gens pour la promenade. Enfin, je veux dire, il y a de quoi devenir dingue, quoi. En particulier si tu es réellement innocent et que tu sais que tu l'as pas fait. T'imagines, enfin... Alors évidemment... Il y en a qui diront oui, mais si t'es en détention provisoire, c'est quand même que t'es suspecté et que tu l'as peut-être fait quand même. Mais oui, puis même t'as peut-être été un peu influençable, tu t'es laissé entraîner dans un petit truc pas super grave, et là, comme justement t'es influençable, tu vas encore plus te faire influencer pour faire des choses pires. Et si t'as pas envie de te mêler au groupe, du coup, ou que t'as peur du groupe, parce que, on parle de beaucoup de violence en prison aussi. J'imagine que du coup, il y a de l'isolement volontairement qui se crée. Et en termes de santé mentale, ça doit être absolument terrible. Oui, ça c'est sûr. Je voyais en plus que dans les nouvelles prisons plus jolies, il y avait de moins en moins d'humains.
et que du coup, donc de moins en moins de Ah oui. surveillants pénitentiaires, etc. Et que, en fait, c'était les seuls liens qu'ils avaient potentiellement avec d'autres personnes et que ça créait des vrais problèmes de santé mentale. C'est sans surprise. On est un animal social avant tout, donc Oui. même pour les introvertis. Oui. Bon, je propose qu'on aborde un petit peu la question des alternatives qui existent déjà en France et puis celles qui existent ailleurs et qui pourraient être importées. Quelles sont les alternatives dont vous auriez déjà entendu parler en France ? De mon côté, alors je connais pas beaucoup d'alternatives. L'alternative dont j'ai entendu parler, c'est dans un film dont on parlera en mini-épisode, donc on se retrouve dans quelques semaines pour l'écouter. Mais du coup, c'est là où j'ai entendu parler de justice restaurative. Et justement, Sybille t'en parlait, enfin, sans dire le mot tout à l'heure, mais pouvoir en fait faire rencontrer les victimes et, alors pas les coupables directement forcément, mais en tout cas des personnes qui ont commis le même type d'infraction. Donc, par exemple, si on a été victime d'un cambriolage, la victime va rencontrer quelqu'un qui a commis un cambriolage, pas le cambriolage lui-même. Il y a cette volonté, en tout cas, que les personnes qui ont commis ces infractions entendent en fait ce qu'a vécu la victime pour qu'il y ait une prise de conscience qui puisse se faire, parce que souvent, en plus, ils sont déconnectés de la réalité, donc ils n'ont pas forcément eu conscience de ce que ça a pu provoquer. Et à l'inverse, que la victime aussi puisse entendre peut-être le récit, l'histoire de la personne qui a commis, sans excuser, mais en tout cas peut-être pour expliquer et donner peut-être un peu plus de contexte. Et donc ce sont des alternatives qui a priori ont démarré en France. Je ne sais pas du tout l'ampleur que ça a actuellement. Enfin, je sais pas depuis quand ça date. Bah, je vais te le dire, ça date de, ça date de 2014. Il y a eu la loi Taubira, qui est une loi qui a mis en avant quelques alternatives à la prison, dont la justice, alors, la justice restaurative, mais qui est pas vraiment une alternative absolue, puisqu'en général, c'est des gens déjà en prison. Mais en tout cas, d'autres manières de traiter les personnes qui ont fait des infractions. Et, par contre, pour te répondre aussi sur l'ampleur, moi, j'ai lu qu'il y avait à peine 1000 personnes qui avaient bénéficié de ce dispositif depuis 10 ans. Donc c'est assez peu en fait, et c'est un peu dommage parce que, alors on n'a pas encore de chiffres sur la récidive, par contre pour les victimes les retours sont extrêmement positifs, et pour les personnels de prison aussi qui ont l'impression que ça redonne du sens à leur métier, et pour les auteurs d'agression, ils semblent aussi en retirer quelque chose, beaucoup mieux comprendre ce qu'ils ont fait. Après voilà, on n'a pas encore de chiffres pour savoir si en France ça aura un impact. En revanche, j'ai vu des chiffres anglais. Il y a une étude qui avait été réalisée au milieu des années 2010 par une criminologue qui s'appelle Heather Strang et ses collègues de l'université de Cambridge, et elle a dit que pour les criminels qui ont eu l'occasion de se confronter à leur victime ou une victime, il y avait 45% de chances en moins de récidiver. Pas mal. Donc ça donne de l'espoir, et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne le fasse pas plus. Carrément. Alors, est-ce que du coup, vous avez d'autres idées de alternatives qui existeraient déjà en France à la prison ? Parce que là, on a cité quelque chose qui finalement était complémentaire à la prison, mais qui n'est pas réellement une alternative. Il y a les TIGE. Ouais, donc ça correspond à quoi, TIGE ? Travaux d'intérêt général. Ouais. Voilà, c'est l'acronyme. Voilà, comme en France, on adore les acronymes, on dit TIGE, mais... C'est vrai qu'on est assez champion. Ouais. Mais du coup, c'est de remplacer une peine par des missions d'intérêt général, donc pour la société. Je sais pas exactement, c'est toujours lié à des associations ou pas du tout ? Pas nécessairement, ça peut aussi intégrer une équipe dans une mairie ou une entreprise de service public et faire des travaux du type entretien des espaces verts, nettoyage des plages, aider dans une maison de retraite, etc. Et les gens sont évidemment pas rémunérés, c'est vraiment un service, rendre quelque chose, entre guillemets, à la société. Je pense que c'est un petit peu comme la justice restaurative, dans le sens où c'est sous-exploité. Et surtout, il n'y a pas assez de personnes pour s'en occuper. Parce que j'avais lu que, pour l'instant, les personnes qui font ça, elles ont un taux de récidive un petit peu moins élevé que celles qui vont en prison, mais c'est pas incroyable non plus. Mais ce serait parce qu'on les suit pas très bien. Il n'y a pas assez de juges affectés aux travaux d'intérêt général pour bien les suivre dans le temps. C'est pas très bien organisé.
Il y a quand même 80% des tiges qui sont effectuées avec succès, normalement. Ok, bah, ça dépend des chiffres qu'on trouve alors, et ça doit être pas facile à savoir exactement. Mais en général, les personnes, enfin, les délinquants, quoi, qui sont condamnés à des tiges, vivent ça comme quelque chose de... Enfin, ça arrive qu'ils Oui, vivent ça comme quelque chose de positif, parce qu'ils arrivent en ayant peur qu'on les humilie, qu'on leur donne les tâches pourries, voilà, et en fait... Généralement, enfin, où il arrive du moins qu'ils soient bien accueillis, qu'on leur demande pas ce qu'ils ont fait, qu'on mette pas tous les objets de valeur dans un placard en les fermant à clé, et voilà, et qu'on essaye de leur donner quand même une impression de confiance. Et ça joue énormément, je pense, dans le fait de permettre à la personne de sentir qu'elle peut retrouver une place dans la société, quoi, si on lui accorde un minimum de confiance dans le fait que oui, la personne peut peut-être changer. Mais les tiges ne représentent que 6% des peines qui sont prononcées. Il y a vraiment un réflexe prison. prison. Mais c'est pas forcément corrélé du coup au délit qui a été commis. Je ne crois pas, non. Non, surtout que ce serait pas forcément sain, parce que t'imagines une personne qui a agressé sexuellement, on va lui faire quoi? On va lui dire d'aider des victimes d'agressions sexuelles, c'est un peu bizarre. Il y a un truc qui existe aussi, qui s'appelle des peines de stage, entre guillemets, qui permettent de créer du coup un lien avec le motif de l'infraction. Donc l'idée, c'est par exemple de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ah oui. Si tu as fait un accident, un stage de prévention et lutte contre les violences conjugales, voilà, ce genre de choses-là, quoi. Ouais, d'accord. Oui. Mais tu donc, n'agis pas dessus, mais non. tu apprends pourquoi c'est pas bien, quoi. Voilà, on essaie de t'apprendre pourquoi... Enfin, qu'est-ce que tu as fait de mal. Mais je pense que il y a beaucoup d'infractions qui sont commises parce que les gens, on va dire, ferment les yeux, mettent des œillères sur les conséquences qu'ils peuvent produire. Oui. Moi, je voulais du coup ajouter encore, avant qu'on parle des alternatives existantes ailleurs, l'idée de désistance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de concevoir les peines comme un processus en fait par lequel la personne va quitter la délinquance Hyper et intéressant. arrêter de récidiver. Ok. Donc si on voyait en fait la gestion de la délinquance du point de vue de on prend la personne et on va faire en sorte qu'elle ne récidive pas et qu'elle sorte de sa trajectoire de délinquance, puisqu'elles ont tendance à récidiver justement, dans ce cas-là on peut du coup imaginer d'autres choses que de la prison. Et en fait il y a eu pas mal d'études qui ont regardé quels sont les facteurs de sortie de la délinquance. L'idée, c'est pas forcément de trouver des excuses, mais de comprendre pourquoi il a fait ça et de trouver les moyens qui vont lui permettre d'arrêter de récidiver. Du coup, par exemple, en France, c'est très rare, mais il existe des séjours de rupture où l'idée, c'est qu'on emmène des jeunes faire on les sort de leur contexte social, justement, pour leur faire voir autre chose. On les emmène en rando pendant plusieurs semaines, par exemple. Il y a eu des traversées de l'Atlantique à la voile. Enfin, vraiment les sortir complètement de... Je savais que tu allais dire ça. Donc voilà, il propose cette idée de désistance, quoi, comme concept, comme nouvelle manière de voir la justice et la prison. Je trouvais ça hyper intéressant. Bah, si je peux rebondir là-dessus en parlant d'alternatives qui Je existent t'en dans prie. d'autres pays. Exactement, ce serait parfait. Je pense que ça tombe bien parce que l'idée de désistance, ça rejoint l'idée que j'évoquais tout à l'heure de conduite non complémentaire, donc le fait de ne pas répondre à la violence par la violence. Oui. Et ça, au Danemark, ils l'ont bien expérimenté au niveau de ce que fait la police même, avant qu'on arrive à la justice. En particulier, ils ont expérimenté l'idée donc d'être, on va dire, chaleureux avec des personnes qui sont violentes. Dans le contexte du terrorisme, au moment où il y avait beaucoup de jeunes partout en Europe qui partaient en Syrie, souvent des jeunes qui venaient de familles musulmanes, mais pas forcément islamistes du tout, mais qui se radicalisaient parce que voilà, ils étaient en difficulté. Et en fait, dans une ville qui s'appelle Aarhus, Aarhus, ils ont développé ce qu'on appelle du coup le Aarhus Model. Et donc ils avaient en 2012, alors que c'était que le début, 34 départs de jeunes vers la Syrie. Et en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, quand il y avait un signalement, plutôt que d'arrêter la personne préventivement pour pas qu'elle parte en Syrie, ou voilà, de réprimer la délinquance que ces personnes pouvaient faire, c'était de les convoquer pour discuter et pour comprendre leur parcours, essayer de voir ce que la société pouvait faire pour ces personnes, parce que souvent c'était des adolescents déscolarisés. Et donc voilà, on essayait de leur trouver des solutions pour qu'ils soient mieux intégrés dans la société. Et ça a super bien marché puisque en 2015, au moment où il y avait de plus en plus de départs vers la Syrie partout ailleurs, eux, ils n'ont eu qu'un départ
contre 34 3 ans avant ce système. Ah Ils ouais. ont vraiment bien réussi à réinsérer tous ces jeunes avant que vraiment ils se radicalisent. Et en fait, c'est marrant parce que en anglais, ça s'appelle flip the script, mais évidemment, les opposants, souvent très à droite, à ce système, ont dit que ça s'appelait hug a terrorist, donc faire un câlin à un terroriste. Et je trouve ça marrant parce que là, justement, on voit que c'est quelque chose qui a marché et je trouve qu'il faudrait inverser le jugement de naïveté parce que souvent, quand on propose des alternatives à la prison, on nous dit qu'on est naïf, que c'est des utopies. Sauf qu'en fait, finalement, ça paraît finalement plus naïf de croire que la prison résout les problèmes vu qu'on voit que c'est pas le cas et peut-être pas si naïf que ça de penser que d'apporter des solutions bienveillantes, ça puisse vraiment aider à régler les problèmes. Je sais pas s'il y a d'autres alternatives étrangères à la prison du coup. Il y a aussi le modèle des prisons ouvertes. C'est quelque chose qui existe justement dans les pays scandinaves, là encore. En Finlande, par exemple, il y a 33% des établissements qui n'ont pas de mur, pas de barbelés, pas de verrous. Les prisonniers se baladent, entre guillemets, presque comme ils veulent, mais ils ont un planning extrêmement contraint. Ils ont telle et telle activité de telle à telle heure. Voilà, ils n'ont pas le droit de dépasser certaines marques invisibles autour des bâtiments où ils vivent. Mais par contre, ils peuvent se balader comme ils veulent là-dedans. Ils ont des horaires de lever fixes, par exemple, des horaires de coucher fixes. Enfin, voilà, tout ça, c'est quand même hyper encadré. Mais ils vont eux-mêmes se débrouiller pour faire leur lessive, faire leurs courses, faire leur cuisine, etc. C'est vraiment cette idée, on va responsabiliser la personne et on va, de cette manière, la réinsérer dans la société, sachant que c'est pas le seul type d'établissement, il y a évidemment aussi des prisons classiques. Mais au bout d'un certain temps, les délinquants peuvent postuler pour justement aller dans un établissement comme ça et en fonction de leur comportement, etc., on va ou non leur accorder le droit d'aller dans une prison ouverte. Et c'est un modèle qui a été repris aussi un peu en Allemagne, beaucoup moins. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'avec ces modèles-là, les taux de récidive sont beaucoup plus faibles. Nous, on avait quoi ? On avait 60%, je crois, en France. Oui. Dans ces pays-là, ça tourne plutôt autour de 40%, quoi. C'est beaucoup plus faible. Mais ce qui reste pas négligeable pour autant. Ça reste pas négligeable pour autant. Il reste évidemment de la récidive, mais en tout cas, c'est une alternative. Oui. 20 points de moins, c'est très bien. Ouais, c'est pas simple. S'il y avait une solution parfaite, j'imagine qu'on l'aurait déjà mise en place. Ouais, exactement. C'est clair. Bon, alors je propose qu'on passe à la conclusion. De quoi rêvez-vous, Cécile ? Quels sont tes rêves ? Du coup, avant de parler de mes rêves, je m'interroge sur est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière la société d'aujourd'hui qui crée les criminels, qui après les enferme. J'ai l'impression quand même d'un circuit assez fermé et la question c'est est-ce que j'ai lu que c'était des milliards pour la construction des nouvelles places de prison. Est-ce qu'on a envie de dédier cet argent à ça? Et d'ailleurs on voit que même quand on continue à construire des prisons, les prisons continuent à se remplir, donc c'est un cercle sans fin. Est-ce qu'on s'intéresserait pas du coup à régler, alors c'est un grand mot parce que dans un monde utopiste, mais en tout cas à adresser davantage les problèmes, les causes de la criminalité? Je pense à la phrase « Quand on ouvre une école, on ferme une prison ». Ouais, Victor Hugo, je crois, qui a dit ça. Ouais. Ah, merci pour... il manque toujours les références. Heureusement que vous êtes là. Et du coup, à l'heure où on sait qu'il y a des postes d'enseignants qui ferment, enfin voilà. Alors, il y a des problèmes de budget, etc. Mais du coup, est-ce qu'on peut pas mettre l'argent dans l'éducation? Est-ce qu'on peut pas mettre l'argent pour aider les publics défavorisés qui vivent dans la pauvreté et qui forcément, quand on sait qu'avec un trafic de drogue, on va gagner peut-être plus que ce qu'on a actuellement, est-ce qu'on peut pas s'intéresser au lieu de vie? Et je pense notamment à notre épisode sur les réseaux sociaux, mais il y a la radicalisation avec les réseaux sociaux. Oui. Donc voilà, enfin, c'est un problème énorme. Évidemment, s'il y avait une solution simple, on la mettrait en place. Mais je pense que continuer à construire des prisons, ce n'est pas la solution. Construire des alternatives à ces prisons, c'est bien, mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas prévenir plutôt que guérir? Voilà, donc ça va être ça mon rêve. Prévenir plutôt que guérir. Justement, un chiffre pour compléter ce que tu viens de dire concernant le coût de la prison. Ah oui. Une journée de détention, c'est en moyenne 100 €. Ah oui. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et donc, enfermer un citoyen coûte à la collectivité plus de 30 000 € par an pour un détenu. C'est beaucoup plus cher que la plupart des alternatives, d'ailleurs, justement. Donc là aussi, rien qu'économiquement, c'est assez absurde. Oui, complètement. Sybille, tu veux ? Ouais.
Ma conclusion va complètement dans le sens de celle de Cécile et pour appuyer scientifiquement cette idée qu'il faudrait plutôt prévenir que guérir, même si évidemment c'est pas la même temporalité, il va toujours falloir trouver des solutions pour les actes commis et il y en aura de toute Bien façon sûr. toujours, mais Bien sûr. pour qu'il y en ait moins sur le long terme, des actes qui font souffrir des personnes et la société, il faut investir dans la société. Il y a un criminologue anglais qui s'appelle Simon Pemberton qui a montré qu'il y avait une très forte corrélation entre le niveau de dépenses sociales d'un État et donc un niveau élevé de dépenses sociales de la part des États et un bas niveau d'homicide. Donc, on peut vraiment voir un rapport entre les États qui investissent beaucoup dans l'éducation, dans l'assurance maladie, dans tout ce qui est social, avec le fait qu'ils ont moins de criminalité que d'autres États, alors qu'on n'observe aucune corrélation, vraiment pas, entre le niveau de répressivité et le niveau d'homicide, là aussi. Donc, on voit qu'il y en a un qui marche mieux que l'autre. Voilà. Ouais. Mais donc, ça rejoint complètement ce que tu disais. Et toi, Raphaël, ta conclusion, tes rêves? Dans l'absolu, tout ce que vous avez dit, dans la réalité ultra concrète d'aujourd'hui, que toutes les solutions qui existent déjà puissent être mises en œuvre, que plus de moyens soient même accordés aux prisons pour qu'elles puissent fonctionner correctement, parce que même en prison, il y a tous les systèmes de réinsertion, les accompagnements avec des psychologues, voilà, les agents qui s'occupent justement de la réinsertion. Tous ces programmes-là sont largement sous-financés. Et il y a beaucoup de gens qui font une sortie sèche, entre guillemets, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on leur ouvre les portes de la prison et ils sortent sans qu'ils aient rien du tout et ils ont potentiellement perdu des liens avec leur famille, avec leurs amis et tout, après 15 ans de prison, enfin voilà. Donc, mettre les moyens juste là pour, ne serait-ce que là, pour justement... que ça se passe mieux en termes de réinsertion et tout ça. Parce que même, on n'en a pas parlé, mais les surveillants de prison eux-mêmes, ils souffrent énormément de cette situation aussi, parce que les conditions sont terribles et qu'ils ne peuvent pas faire leur travail correctement. Très beau programme. C'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura permis de réfléchir aux questions en lien avec la justice et la prison. Nous vous souhaitons de ne passer par la case prison que sur le plateau du Monopoly et jamais dans la vraie vie. Et si vous aimez French Baratin, parlez-en à vos amis qui apprennent le français et donnez votre avis sur votre appli de podcast. Merci pour votre soutien et à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.